Indéniablement, le plus gros choc a été que nous n'étions, comme beaucoup, pas prêts à gérer une situation imposant un arrêt d'activité immédiat et aussi brutal. Néanmoins, le fait que l'ensemble des acteurs économiques soient concernés, nos clients, nos fournisseurs, nos donneurs d'ordre, ont simplifié dans un premier temps la mise en œuvre du confinement. Tout le monde a accepté, de bon gré ou de mauvais gré, peu importe, cette situation qui était absolument inédite. Avec le recul, on s'aperçoit que cette crise sanitaire a déjà généré plusieurs modifications dans nos habitudes de travail. Mais c'est principalement la distanciation sociale due à l'isolement qui est très certainement le principal bouleversement. Ceux qui travaillent se sentent seuls, comme ceux qui sont en télétravail permanent ou ceux qui ne travaillent pas du tout. L'échange de proximité, le croisement d'entreprises n'existe plus depuis le 18 mars dernier, et ça c'est un facteur perturbant. C'est une situation inédite qui va très certainement laisser des traces. Alors, ce que nous avons fait afin de pouvoir déterminer les mesures à adopter afin d'assurer au minimum la continuité d'activité, il a d'abord été nécessaire de prendre conscience de l'impératif à protéger l'ensemble du personnel. C'était une condition sine qua non. Hors de question de prendre le moindre risque. Donc il a fallu considérer les obligations de chacun, comme la garde des enfants pour les uns, la situation du conjoint, le souhait de travailler ou la volonté de faire valoir son droit de retrait pour d'autres. Une fois que ce bilan a été connu, nous avons déterminé comment nous pouvions continuer d'assurer les prestations auprès de notre clientèle et quelles prestations nous allions pouvoir honorer. Ce point fut très rapidement réglé, puisque nos clients étaient soumis aux mêmes impératifs que nous. On était limité dans les accès, le fait d'aller au rendez-vous, les rendez-vous de chantier, tout ça, c'était un petit peu les premières semaines. Dès la première semaine, c'était complètement limité. Donc on a élaboré un plan de continuité d'activité restreinte avec les effectifs qui permettaient de le faire. Ainsi, le service après-vente sur les dépannages urgents a continué d'intervenir, et ça, c'était un point important. On a également réussi à mettre en place très vite quelques postes administratifs en télétravail, notamment notre bureau d'études, le service facturation, traitement des bons d'intervention de nos techniciens. Seules 2 personnes ont assuré une présence quotidienne au bureau, le service comptable et la plateforme des appels SAB. Il faut d'ailleurs tirer un coup de chapeau à ces 2 personnes parce que, très sincèrement, travailler dans des conditions où l'entreprise est déserte, tous les bureaux sont vides, c'est des conditions particulières. Pour être passé quelques fois au bureau et avoir vu cette situation, c'est un peu difficile à intégrer intellectuellement, il faut le reconnaître. Mais ces 2 personnes ont tenu pleinement leur rôle et le tiennent encore. Et puis enfin, voilà, pour ceux dont on ne pouvait pas assurer une mission de travail ou qui ne souhaitaient pas travailler, on a, conformément à la demande des autorités, appliqué les mesures sociales prévues par l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, dès le 18 mars, la situation de l'ensemble de nos collaborateurs était parfaitement déterminée, notre plan de continuité était appliqué, et depuis cette date, nous fonctionnons d'ailleurs toujours sur ce même schéma. Depuis les dernières annonces du gouvernement, un frémissement commence à se faire ressentir sur la reprise d'activité. Et ce, aussi bien pour nos collaborateurs que nos clients. Il ne faut pas oublier que ça fait maintenant 6 semaines que nous sommes en confinement. Ça commence à devenir très long pour tout le monde. Pour ma part, je reste néanmoins convaincu que la reprise sera la plus grosse difficulté de cette crise sanitaire. Ça sera en quelque sorte un peu l'acte 3 de cette histoire. La précipitation de reprendre l'activité, de rattraper ce qui n'a pas été fait, tout cela avec la bonne volonté d'essayer de sauver au maximum les situations économiques des entreprises et notre chiffre d'affaires, ne doit pas nous aveugler au point d'oublier les précautions à appliquer. Ça sera très important, car il va falloir non seulement apprendre à travailler et aussi à vivre avec ce virus, qui sera toujours là le lendemain du déconfinement. On ne peut pas prendre le risque d'un second stop. Ça serait beaucoup plus catastrophique, à mon avis, que le premier arrêt. C'est forcément beaucoup d'inquiétude, et de ne pas l'être serait de la pure inconscience. L'avenir étant par définition inconnu, on peut quand même s'interroger très sérieusement pour savoir comment va être organisée la société de demain, et que ce soit la société d'une manière sociale ou la société économique. Il va falloir revoir plein de choses. Ce choc sanitaire qui dégrade considérablement notre économie peut avoir également aussi un effet domino, un enchaînement allant de l'écroulement bancaire jusqu'à la révolte sociale immaîtrisable. Pourquoi pas, c'est une probabilité. Moi, personnellement, je ne l'espère pas, je crois en notre rebondissement, mais ça reste quelque chose qui peut malheureusement se dessiner. Ça reste une crainte, voilà.
D'un autre côté, quand on tirera le bilan complet, à la fois le bilan économique et le bilan humain, qui sera certainement très fort, mais je ne pense pas que l'humanité sera décimée. Alors il faut prendre ça très au sérieux, un sérieux avertissement, et se recentrer sur les essentiels. Alors pour ça, il ne faut pas non plus se tromper de cible, hein, on est tous responsables, nos politiques, quels qu'ils soient, ne sont pas entièrement responsables, et ce depuis des années, on était tous dans le même bateau, on a tous fait des choix individuels, notre comportement individuel qui insuffle une orientation sociétale, et ben aujourd'hui il faut la remettre en question et peut-être prendre une autre direction. Alors ça sera la suite, l'avenir nous appartient, qu'allons-nous en faire, ou plutôt que sommes-nous capables d'en faire, là c'est la vraie question. Peut-être, quand on regarde sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on peut lire, ben, on est peut-être à la veille d'un changement de civilisation, comme l'annoncent des adeptes de la collapsologie. Euh, c'est une tendance que vous pouvez retrouver sur Internet et qui est très axée sur effectivement un changement de mode de vie, donc de civilisation. Il ne s'agit pas de rêver d'un monde tout rose, mais il faut peut-être simplement penser un peu à remettre l'église au milieu du village, comme disaient les anciens. Cette crise, elle met en évidence la vulnérabilité d'un système qui a oublié des principes fondamentaux. On voyait tous depuis quelques années que ça n'allait pas. Alors on ne s'attendait pas à un virus, on s'attendait plutôt à un durcissement de mouvements sociaux, mais on n'a rien fait et on espérait peut-être on espérait se tromper ou tout simplement laisser l'affaire au suivant, mais c'est une erreur fatale. Donc il y aurait deux leçons à tirer de cette période, hein. L'une concerne de toute évidence la modération de la mondialisation par de la relocalisation, et la seconde, au maximum, recentrer la société sur la dimension de l'homme au sens propre. On s'aperçoit que depuis des années, on est sous contrainte d'actions normatives, de procédures qui se sont multipliées, qui sont hyper chronophages pardon, et qui coûtent très très cher. Et puis pour financer cela, on a dû réaliser sans cesse des économies en allant produire dans les pays où la manœuvre est la moins chère. On a tous refusé de vouloir payer à des coûts normaux ce que nous pouvions produire nous-mêmes. C'est cette crise mondiale met en évidence cette faille gigantesque de la mondialisation, où des pays comme le nôtre, des pays modernes, des pays développés, eh ben, se sont trouvés engouffrés dans une impuissance par un manque d'autonomie industrielle sur plein de secteurs, et notamment sur le secteur médical, qui aurait permis peut-être de sauver plus de vies que ce qu'on a pu faire. Personne n'a envisagé, avec une pandémie, que par définition une pandémie c'est mondial, mais qu'à partir du moment où c'était mondial, bah, même les pays chez qui on faisait fabriquer des choses dont on avait besoin pour se soigner, bah, ne pourraient pas les guérir, ne pourraient pas les produire, puisque eux-mêmes avaient à guérir leur population. Donc c'est quand même assez paradoxal. Sachant que d'un autre côté, on est capable d'envoyer une sonde très très haut dans l'espace, sur une comète, au fin fond de l'univers quasiment, avec un taux de réussite et de pourcentage de succès incroyable. Et puis voilà, à la porte de chez nous, ben, on manque de lits médicalisés et puis de respirateurs. Ce sont des débats qu'on ne sait pas mener, enfin quand on s'est un petit peu perdu dans les méandres. Et un autre exemple, hein, on parle aujourd'hui de l'énergie, du remplacement de l'énergie fossile par l'énergie électrique. Il y a beaucoup de partisans, mais la vraie question, c'est peut-être pas celle-ci. La vraie question, c'est de savoir que le jour où on aura des bulldozers à énergie solaire, est-ce qu'on aura meilleure conscience de détruire la forêt amazonienne parce qu'on le fait avec des bulldozers à énergie électrique? Ce sera peut-être moins critiquable, donc on continuera de détruire la forêt amazonienne. La question, c'est peut-être dans l'autre sens qu'il faut se la poser. Alors maintenant, on peut plus, de toute façon, maintenant, on ne peut plus échapper. Hein. Les réponses à ces questions, il va falloir qu'on les trouve. Sinon, on va envoyer dans le mur la prochaine génération, et là, notre génération, on va y assister de façon complètement impuissante. Après, je vous parlais de redonner du respect au temps de l'homme et à sa condition. Là aussi, on s'en aperçoit, les échanges dématérialisés ont fait que le temps digital aujourd'hui a dépassé le temps humain, et malheureusement, ce temps est devenu le repère de la performance, en ignorant absolument tout le reste. Pour preuve, chacun d'entre nous constate régulièrement qu'on ne peut pas tout traiter dans une journée. On est perturbé par un SMS, perturbé par un mail, on passe d'un sujet à un autre, ce qui entraîne d'ailleurs d'autres maladies que le virus. On s'en aperçoit entre les burn-out, les cancers, etc. C'est peut-être une cause qu'il faut aller chercher un peu dans notre mode de vie, très certainement. Donc,
On doit toujours aller plus vite au détriment de cette vie, de notre propre observation, de l'acceptation d'un temps relatif au juste temps de faire les choses. On s'en est aperçu le 18 mars au soir, hein, on est tous rentrés chez soi, on s'est quitté avec une vraie prise de conscience de la vulnérabilité en tant qu'individu, et ce, quel que soit le rang social occupé dans les entreprises, hein. Le virus a immédiatement nivelé les différences. Alors, ça a provoqué aussi une cohésion collective sur les précautions à prendre pour se protéger, mais aussi sur les exigences habituelles de chacun d'entre nous à l'égard d'autrui. Vous l'avez tous constaté, moi le premier, tous nos messages commençaient, alors on en a un petit peu moins maintenant, mais ils commençaient tous, ou ils finissaient tous par «J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, de vos proches». Alors c'est très bien tout ça, c'est une lueur d'humanité. Maintenant, va-t-elle continuer? On sait que l'homme réagit énormément, sa réaction est énormément liée à l'émotion, hein. On s'en est aperçu ces dernières années. Alors, sommes-nous capables de faire mieux que ça? C'est pas que j'en doute, mais aujourd'hui, je me pose vraiment la question, combien d'entre nous sont encore Charlie aujourd'hui? Combien sont Charlie? C'est la vraie question. Donc voilà, je crois quand même en l'avenir, parce que l'avenir peut rester beau, mais il va falloir qu'on y mette beaucoup d'une autre.